Le Maine est le premier État d'Amérique à voir le soleil se lever tous les matins. Il n'est pas étonnant si la vie là-bas tourne autour de splendides et vastes espaces naturels. Cette Nouvelle-Angleterre fait partie des pionniers, là où le rêve américain a débuté. Nous allons découvrir des villes et villages attachés à mettre en valeur leur courte histoire. Avec 5600 km de littoral balisé par des phares emblématiques, l'air marin rythme un style de vie proche de la nature. Nous vous emmenons pour un voyage inattendu vers une région dont l'art de vivre ne peut laisser indifférent, que l'on explore les grands lacs ou que l'on pêche le homard. Au sud de l'État, face à l'océan Atlantique, l'été, lorsqu'il fait à peine jour, les ports comme celui de York sont déjà en mouvement. C'est quoi ça? Ce sont des appâts. Tous les bateaux qui se préparent à prendre la mer vont pêcher la même chose, le fameux homard du Maine. Allez, à plus tard, bonne journée. À 5 heures du matin, ils sont partis pour une bonne journée de 10 heures à poser puis relever des casiers en pleine mer. C'est ici qu'en 1624, les colons britanniques ont réussi à créer un petit village du nom de Bristol, leur ville d'origine, devenue York quelques années plus tard. Dans le centre de York, on met en valeur les demeures les plus anciennes, certaines datent de 1742. Un patrimoine compliqué à préserver car à cette époque, la plupart des édifices étaient en bois. York s'étire sur plusieurs kilomètres le long de la côte pour arriver à Ogunquit, une autre petite station balnéaire, qui au XIXe siècle était très fréquentée par les artistes. Sans oublier bien sûr les pêcheurs de homards. À la hauteur de Perkins Cove, la côte commence à être plus découpée. Autrefois, les pêcheurs devaient remonter chaque soir leur bateau au sec. Les vagues de l'Atlantique étaient souvent très formées. Ils ont alors créé une baie artificielle pour venir mouiller leurs embarcations en toute tranquillité, quelles que soient les conditions météo. C'est ainsi qu'est né Perkins Cove, qui depuis connaît les faveurs des touristes. Le port est sans doute l'un des mieux abrités de la région. De nombreuses résidences secondaires se sont construites tout autour. Sur les quais, les boutiques et les restaurants mettent le homard en vedette. Tout ce qui tourne autour de la pêche, comme les bouées pour repérer les casiers, sont aussi très populaires. En quittant le port vers le nord, on emprunte un chemin côtier, le Marginal Way, un sentier aménagé le long du littoral, créé en 1925 et suffisamment rare aux États-Unis pour être mentionné. Il donne ainsi un libre accès au littoral, tandis que de belles propriétés sont restées en retrait sur les hauteurs. Ici démarrent les plages les plus longues du littoral. Le centre d'Ogunquit prend de belles couleurs à l'automne. En 1641, les lieux dépendaient de la ville de Wells. Ce n'est qu'en 1686, lorsqu'on installa la première scierie le long de la rivière Ogunquit, que le village prit son nom définitif. Halloween est une fête très attendue dans la région, et plusieurs semaines avant, les vitrines changent d'allure. Ogunquit s'est aussi développé à l'époque grâce à la construction navale.
par la fabrication de goélettes ou encore de briques. Aujourd'hui, la devise de la ville se traduit par « un bel endroit près de la mer ». Les efforts consentis pour rénover et maintenir d'anciennes maisons en bois ne sont pas étrangers au succès rencontré par ce village. Cette chapelle d'apparence est quant à elle devenue une épicerie. À l'extrémité de la ville, la longue plage est bordée de grandes villas côté mer. Et de l'autre côté, c'est une lagune avec une zone humide qui, avec ses couleurs d'automne, a inspiré de nombreux peintres. À peine quelques kilomètres plus au nord, Kennebunk est sans doute le lieu le plus visité de cette partie de l'État. En bord de mer, le village abrite des propriétés de grandes familles américaines. Le centre-ville alterne de bons restaurants avec des boutiques de prestige. Le port de plaisance accueille des yachts et beaux voiliers. Pour trouver les pêcheurs, il faut emprunter un long chenal qui mène à la côte. En bord de mer, l'église Sainte-Anne est située face à l'océan. Construite avec de grosses roches en 1889, son intérieur est entièrement en bois. L'entrée du chenal demande de l'expérience, mais il permet d'accéder au port quelles que soient les marées. C'est ici que les pêcheurs du village ancrent leurs bateaux. Chris est en train de préparer les appâts. Alors voilà, ça ce sont les appâts. Et il y en a de plusieurs types. Ceux-là en général, ce sont des saumures de limande ou des carangues. À l'automne, Chris sort quasiment tous les jours. Aujourd'hui, il va rester à proximité de la côte où il a posé ses casiers la veille. Il commence par préparer les appâts. Certains vont être placés dans un filet qu'il déposera dans les casiers. D'autres sont des brochettes de poissons entiers. Il repère les mouillages de ses casiers grâce à des bouées caractéristiques qui portent ses couleurs. Un moteur électrique l'aide à remonter la vingtaine de mètres de corde. Dans le casier, quelques homards dont il va falloir avant tout contrôler la taille. Alors je les mesure avec un gabarit. Voilà, je prends le début de la carapace, je mesure, je regarde si la queue est marquée ou abîmée, je vérifie si c'est un mâle ou une femelle, celui à ma droite c'est un mâle, je peux voir son sexe, et à ma gauche c'est une femelle, on peut voir aussi son sexe, qui est bien sûr différent. Là, ce n'est pas dans les normes, je dois le rejeter. Je change aussi mon filet d'appât que j'ai préparé auparavant. Je ferme le tout et je passe au suivant. Je ne connais pas exactement la durée exacte, mais il faut environ 2 ans pour faire éclore les œufs. La femelle largue ses œufs en général au-dessus d'un sol qui lui convient. Elle relève la queue pour libérer les larves. Et il faut ensuite environ 7 ans pour passer de la larve à la taille de pêche légale, soit environ 1 livre.
Là, je l'ai marqué à la queue avec une encoche. Ainsi, le prochain pêcheur saura, même si elle a déposé ses œufs, que c'est une mère pondeuse et qu'il faut la remettre à l'eau. Il faut protéger le processus de reproduction. Voilà, je vais remettre ce casier à l'eau. Je choisis un endroit où mon expérience me dit qu'il y aura sans doute des homards par là. Chacun a ses astuces. Plus on en attrape dans chaque casier, mieux c'est évidemment. En voilà un autre avec une queue marquée. Vous voyez la marque là? On ne calcule pas nécessairement le nombre de prises. Bien sûr, plus on en a, mieux c'est. Mais très souvent, nous disons que si on lève 1 livre, 2 livres, voire 3 ou 4 par casier, c'est déjà très bien. Ça dépend aussi de la saison. La moyenne, c'est 1 à 2 livres. Et lorsque l'on prend 3 à 4 livres par casier, alors c'est vraiment une bonne journée. Une fois rentré au port, sa pêche part directement vers des restaurants ou des grossistes, qui l'expédieront dans le monde entier. Les gardes-côtes nous surveillent, ils nous contrôlent de temps en temps, et si on triche, alors les amendes sont vraiment très sévères. Oui, bien sûr, ils nous ont à l'œil. Ça, c'est une belle carapace, bien dure. On voit que c'est un homard qui est plus vieux que les autres. Là, on vient de remonter un sea robin. Son nom scientifique, c'est un Tryglidae. Cette partie de la côte est occupée par de grandes propriétés comme celle d'un ancien président de la République. Et il y a toujours eu un débat sur l'influence de la température de l'eau, sur la qualité de la pêche. Je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de réponse, mais il semblerait que l'automne soit la meilleure période pour pêcher. Le découpage de la côte crée de longues baies qui deviennent des abris naturels pour les bateaux. Ici, Cape Porpoise est un des grands centres de pêche de homards. Pour veiller sur les bateaux et leurs équipages, sur Goat Island, une chapelle fait face à l'océan, uniquement accessible par bateau. Le trafic maritime a toujours été important dans le Maine. Les premiers ports de commerce, comme celui de Portland, ont été par le passé l'objet d'enjeux importants. Son phare, situé sur le cap Elizabeth, est aujourd'hui une des icônes de la ville. L'hiver, on ne doute pas un instant de son utilité. Portland est la plus grande ville de l'État, alors qu'Augusta en est la capitale. D'abord occupé par les Anglais en 1632, ce centre de pêche et de commerce portait alors le nom de Casco. La ville a été entièrement détruite en 1675 par les Indiens Wampanoag, reconstruite puis à nouveau anéantie par les canons de la Royal Navy. Ils ne sont que quelques grossistes et poissonneries à avoir résisté à la pression immobilière. Ici, les homards se vendent du matin au soir. Toute cette partie de la ville a été rénovée en conservant l'architecture d'origine des bâtiments et sont désormais occupés par des cabinets d'avocats, des banques ou des épiceries fines. Dans une des petites rues du port, les bagels, ces petits pains américains originaires d'Europe centrale,
ont leur temple. Ici, ils sont faits exclusivement avec des pommes de terre du Maine, dans toutes les déclinaisons possibles. Portland a connu une histoire tumultueuse. Après les différentes guerres, en 1866, un incendie se déclara à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du 4 juillet. Les dégâts furent considérables. 10 000 personnes se retrouvèrent privées de logis. La ville fut reconstruite en briques avec de larges demeures de style victorien. C'est aussi l'époque où les Franco-Canadiens sont venus chercher du travail dans ces cités en pleine expansion. De l'autre côté du port, sur les hauteurs de la ville, les anciennes maisons victoriennes en bois qui ont survécu au feu sont devenues à la mode pour les jeunes couples. La Victoria Mansion, qui date de 1858, est le bâtiment historique le mieux préservé de la ville. Elle appartenait à une riche famille, les Ruggles-Morse, qui avait demandé à l'architecte Henry Austin de leur construire une résidence d'été. Elle a été construite entre 1858 et 1860. C'est une des références les plus complètes de l'époque. Nous avons encore 95% de tout ce qui était à l'intérieur de la maison. Dans une des pièces principales, les peintures murales sont en cours de rénovation. La famille ne l'occupera qu'un an en 1860 suite au décès de Ruggles Sylvester Morse. Joseph Libby, un marchand de Portland, l'achètera pour l'occuper jusqu'en 1920. Il n'y a eu que 2 familles qui ont vécu ici. La deuxième famille avait pris soin de conserver tout ce qui provenait de la première famille. C'est la raison pour laquelle nous avons 95% de tout l'équipement d'origine. Chaque pièce reflète l'opulence et le raffinement de ces grandes familles de l'époque. La bibliothèque très gothique est sculptée dans du bois de noyer. Un autre aspect étonnant de cette maison, ce sont toutes ces peintures à la main. Les plafonds dans un style en trompe-l'œil, d'inspiration française, les meubles ont tous été réalisés par Gustave Herter, qui était un grand nom. Les meubles des frères Herter sont une référence chez les antiquaires. Peggy Waldron apporte les dernières touches dans une chambre qui a demandé 10 mois de travail. Nous avons débuté ici depuis le mois de décembre dernier. Je pense que l'on devrait avoir terminé dans quelques semaines. Du quartier de Danforth Street, nous allons traverser la zone du port pour remonter vers le centre-ville. La maison natale d'Henry Longfellow a été particulièrement bien préservée. Construite par son père en 1785, le célèbre poète et écrivain américain a passé toute son enfance dans le Maine. Seules 3 générations de la famille ont vécu dans cette maison, ce qui explique qu'ici encore, on ait pu conserver beaucoup de documents et de mobilier intacts. Ce n'est qu'en 1837 que le poète s'installa à côté de Harvard. Lancé en 1995, Portland a soutenu les projets de jardins communautaires qui permettaient dans plusieurs quartiers du centre-ville de cultiver fruits et légumes bio. Ainsi, les habitants peuvent faire pousser à proximité de leurs immeubles salades et tomates. Le succès depuis ne s'est pas démenti. Toujours plus au nord, le cours de la rivière Kennebec, à proximité de Bass, est fragmenté par de petites îles. C'est le Français Samuel de Champlain qui explora en 1605 le premier la baie de la Kennebec, que les Indiens Abénakis appelaient Sagadahoc, c'est-à-dire embouchure du grand fleuve. Le port de Bass se fit rapidement une réputation par ses ateliers de construction navale. On y dénombra jusqu'à 200 entreprises. Plus de 5000 navires y ont été construits à ce jour. En amont de la rivière, le musée de la marine du Maine rassemble de nombreuses embarcations d'époque, comme ces canots qui circulaient sur la Kennebec. L'engouement est tel que certains bateaux rénovés sont proposés à des ventes aux enchères, permettant de financer différents projets.
Dans le centre du parc, toute une équipe est en train de rénover Mary E., un schooner qui a été construit en 1906 sur les berges de cette rivière. Le bateau a longtemps servi pour la pêche, puis dans les années 50 devient un dragueur, pour être en partie détruit dans les années 60 après un ouragan. Le voici entre de bonnes mains pour être rénové au plus près de ce qu'il fut. Un autre bâtiment est consacré à toutes les décorations des navires qui étaient sculptées et peintes sur du bois. En poursuivant notre route vers le nord, nous arrivons à Goose Bay, un grand centre de construction navale, mais aussi un port très apprécié des touristes. Au confluent de deux rivières, la Damariscotta et la Sheepscot face à l'Atlantique, il n'y a que l'embarras du choix pour naviguer. Le week-end, on vient parader en famille dans de puissants hors-bords. Plus chic, d'anciens bateaux de pêche transformés en petits yachts. Dans le centre-ville aussi, on aime montrer une certaine originalité. Goose Bay est relativement étendue, entourée de baies et de forêts. Le jardin botanique est un des plus réputés de la côte Est. Dans la région, on voue une véritable passion aux rhododendrons. Ils bordent les grandes propriétés tout au long de la baie. Dans ce jardin, on a regroupé les variétés les plus emblématiques. Les ventes de plantes et de fleurs connaissent un grand succès. Jenna ne se lasse pas de ses rhododendrons. Après une si longue période d'hiver ici dans le Maine, de voir toutes ces floraisons est un véritable bonheur. C'est juste magnifique. C'est ce qui rend tout extraordinaire. Si cela durait longtemps, on s'en lasserait de les voir tous les jours. Et tous ces rhododendrons, c'est un vrai bonheur. Nous avons la chance d'avoir une côte au climat plutôt frais. La plupart des rhododendrons viennent de régions fraîches. Ils peuvent pousser dans les montagnes jusqu'à des altitudes élevées. Ils adorent l'humidité et n'aiment pas la chaleur. Donc oui, le Maine est l'endroit rêvé pour voir ces fleurs s'épanouir, aussi dans le Massachusetts. Chez moi, à Denver, je suis obligée de les faire pousser à l'ombre. Ici, ils peuvent être en plein soleil. C'est grâce à notre climat qui les rend si superbes. À l'une des extrémités de la baie, les propriétés deviennent plus étendues. Dans les hôtels, on vient célébrer des mariages. Bien en recul du centre, quelque peu bruyant, l'incroyable découpage de la côte a créé de véritables havres de paix qui se dissimulent dans la forêt. Dans ce cisèlement de la côte, le cap Pemaquid est le point le plus avancé des environs. Le phare du même nom a été construit en 1827. Il avait une portée de 3,2 km qui permettait de signaler ces strates de sédiments spectaculaires polies par la mer. Le phare avait dû être reconstruit en 1835 après s'être complètement effrité. Le premier entrepreneur avait utilisé de l'eau de mer dans le mélange du mortier. En revenant vers les terres pour rejoindre la route numéro 1 qui longe toute la côte, l'automne a coloré les forêts et les étangs des environs. Ces couleurs attirent chaque année de nombreux visiteurs.
Sur la route numéro 1, le village de Damariscotta connaît toujours beaucoup de succès. En langage indien, son nom signifie « rivière de petits poissons ». Les Abénaquis ont habité ces terres il y a près de 2500 ans. Les premiers colons sont arrivés en 1640 de Pemaquid. Cette ancienne caserne de pompiers occupe tous les week-ends de Robert Gregory, un avocat qui l'a rénové et transformé en lieu d'exposition. Vous savez, c'est ici que tout a commencé pour notre pays. C'est ici que se sont constituées les premières valeurs de l'Amérique pour être transmises aux générations suivantes. Et la manière dont nous prenons soin de l'architecture, de la musique, de la poésie, de l'expression artistique, c'est une manière de transmettre ces valeurs du passé vers l'avenir. Vous prenez un ancien bâtiment comme celui-ci, il est en bois et demande beaucoup de soins. Mais c'est une manière pour moi de montrer à mes enfants et à mes petits-enfants que je suis concerné. En quittant la rivière Damariscotta et ses zones humides, pour se diriger vers le nord, on entre dans une partie de l'État plus sauvage, dominée par de grandes forêts, où quelques fermes sont venues profiter du calme et de l'isolement. C'est aussi dans cette région que l'on trouve de grandes exploitations agricoles. Chez Bess Farm, en cette veille d'Halloween, on est en pleine effervescence. Que ce soit avec le maïs indien coloré ou toutes les formes de citrouilles, chaque maison se doit d'être décorée. Les citrouilles qui servent pour Halloween ne sont pas forcément comestibles. Elles sont recherchées surtout pour leur volume et leur forme. Dans les champs des environs, les récoltes se poursuivent à un rythme soutenu. Celles-ci, nous nous en servons juste pour la décoration, pour les placer à l'entrée des maisons. Elles valent 58 cents la livre. Le prix dépend donc de leur poids. La plupart coûtent entre 12 et 18 euros. Dans cette région, nous avons un sol d'excellente qualité. Le sol dans le Maine est plutôt sablonneux, ce qui est une bonne chose car il maintient les nutriments et se draine facilement. Historiquement, quand le Maine a commencé à se développer ici, il y avait pour le pays beaucoup de cultures, de moutons et de bétail. Ensuite, quand le chemin de fer est arrivé, les volumes ont diminué car on pouvait obtenir plus de choses dans le Midwest. En retournant vers la côte, le Breakwater Vineyard est sans doute le vignoble le plus au nord des États-Unis. Sur les hauteurs de Halls Head, quelques hectares dirigés par Janet Johnson. Je pense que nous sommes le vignoble le plus au nord qui exploite du chardonnay et du riesling. Nous avons été séduits par cette propriété car la façade maritime permet de maintenir les grappes hydratées. Nous n'avons pas de système d'irrigation. On est aussi aidé en cela par le brouillard. En revanche, les grappes doivent être protégées par des filets. Les dindes sauvages adorent le raisin. Avec le riesling et le chardonnay, nous faisons surtout du vin pétillant. Notre belle saison étant assez courte, c'est une autre bonne raison d'aller sur ce type de vin car nous ne pouvons atteindre le niveau de sucre que nous aurions souhaité. Le vin pétillant est bien adapté à notre situation.
Comme dans de nombreux vignobles aux États-Unis, la salle de dégustation est la pièce principale du domaine. On y reçoit les clients pour leur faire goûter le vin. La prestation est payante. On y vend aussi beaucoup de choses. Après Holshead, toujours en direction du nord, la ville de Rockland marque le début de plusieurs sites historiques pour la marine marchande à voile. Dès le début du 19e siècle, les chantiers navals ont commencé à s'installer sur cette partie du littoral, dans ce qui n'était au début qu'une petite exploitation de pin et de chêne. Pourtant, en 1886, c'était l'industrie de la chaux qui dominait la ville avec pas moins de 12 carrières et 125 fours à chaux. Dans la ville voisine de Rockport, on bichonne ces schooners, qui étaient les fers de lance de la marine marchande, aujourd'hui transformés en bateaux de promenade. Dans cette école, on transmet cet héritage et ce savoir-faire de la fabrication de vieux gréements ou de canots anciens. On y trouve aussi bien de jeunes apprentis qui viennent apprendre pendant 2 ans le métier de charpentier de marine que des passionnés aguerris venus vivre un partage d'expérience. John est un ancien pilote de ligne. Depuis une dizaine d'années, il fréquente les lieux. Il vient de mettre un long tasseau dans la vapeur pour lui donner une courbure. Pat, qui travaille à côté, vient lui prêter main forte. La côte du Maine reste un endroit où l'on construit encore régulièrement des bateaux en bois. La tradition ici est restée très forte et elle n'a jamais vraiment disparu comme ça a pu arriver dans de nombreux ports du pays. Il y a des écoles, des lieux comme celui-ci. C'est vraiment un endroit merveilleux pour réaliser de petites embarcations en bois et même des plus grandes. En dehors de la navigation de plaisance, il reste encore quelques chantiers qui fabriquent des bateaux en bois pour la pêche au homard. Beaucoup de pêcheurs restent persuadés qu'une coque en bois reste la meilleure solution pour travailler. Plus facile en mer, plus facile à gérer, plus souple pour le dos et les genoux. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce sont surtout des unités de loisirs qui sont fabriquées en bois. Sans oublier des navires plus grands et plus sophistiqués qui ont aussi été fabriqués par ici. Dans le port, le ketch Morning in Maine s'apprête à appareiller. Son propriétaire, Bob Pratt, est un ancien instructeur de l'Académie de marine du Maine. Il emmène quelques visiteurs privilégiés à découvrir la baie de Penobscot. Le bateau est relativement récent. Il a été construit dans les années 1970 en chêne et en cèdre de l'Atlantique, sur un plan de Pitcairn. La voile a toujours été importante. Le Maine a toujours été très important dans le monde de la voile. Les schooners, à l'origine, étaient utilisés en marine marchande, en transport de bois, de charbon, de pierre, de la pêche aussi. L'art de construire ce genre de bateau a pratiquement disparu. Aujourd'hui, on construit quasiment tous les bateaux en fibre de verre. Ces bateaux deviennent de plus en plus rares. Il y a encore quelques chantiers qui en fabriquent. Ils sont magnifiques et très chers et difficiles à trouver. Je dirais que la plupart des grands voiliers en bois ont été transformés pour faire du charter ou encore de la promenade, parce qu'ils sont vraiment très chers à entretenir.
Et il faut vraiment un revenu complémentaire pour pouvoir financer leur entretien. Le phare de Rockport est original. Il est situé à l'extrémité d'une très longue jetée. Dans la continuité de Rockport, Camden est un village sans doute un peu plus huppé que ses voisins. Sa baie magnifique accueille aussi plusieurs schooners. Son histoire remonte aux années 1770. Il n'y avait alors qu'une scierie. Ce n'est qu'après le passage des troupes britanniques que l'on commencera à exploiter la rivière Megunticook. En 1858, en plus des scieries, on comptait 6 chantiers navals qui produisaient plus de 10 navires par an. À l'automne, il ne faut pas rater le coucher de soleil du haut du parc national de Camden, pour une vue unique sur la baie de Penobscot. En remontant la côte vers le nord, on atteint une des destinations préférées des côtes du Maine, l'île des Monts Déserts qui abrite la ville huppée de Bar Harbor. Comme dans de nombreux ports de la côte, aux premières lueurs du soleil, ce sont les pêcheurs les premiers levés pour partir en mer. Site de pêche et de chasse pour le peuple amérindien des Abénakis, l'île a été visitée par Samuel de Champlain en 1604. Mais les Français se feront chasser par les Anglais une dizaine d'années plus tard. En 1688, l'île est récupérée par le gouverneur de la Nouvelle-France, Antoine de la Motte Cadillac. Au XIXe siècle, Bar Harbor va attirer des artistes. On construit de grands hôtels et de riches résidences d'été. Le Bar Harbor Inn est une institution. Le chef Louis Kiefer propose plusieurs recettes autour du homard, dont le homard au spätzle. Alors, tout est cuit auparavant. J'ai fait bouillir le homard, je l'ai enlevé de sa carapace. Les spätzle ont été préparés avant, les asperges blanchies. Il ne reste plus qu'à réduire la crème en mélangeant tous les ingrédients et c'est juste parfait. Nous faisons beaucoup de variations autour du homard. Nous faisons des rolls, qui sont des sandwichs. C'est très populaire dans le Maine. Ici, à l'hôtel, nous servons du homard thermidor, du homard à l'américaine, du soba au homard. Le Maine a de magnifiques petites fermes qui produisent de très bons produits laitiers, du fromage, des légumes et des herbes aromatiques. En dehors des zones touristiques, l'île possède de nombreux villages dissimulés dans la forêt bordée par des baies souvent couvertes de brume. C'est dans un de ces havres de paix à Petite Plaisance que Marguerite Yourcenar de l'Académie française a terminé ses jours. Elle avait acheté cette maison avec sa compagne Grace Frick en 1950, où elle y venait régulièrement. Rien n'a été modifié depuis sa disparition en 1987. Née en Belgique, élevée en Europe, naturalisée américaine, c'est dans ce refuge littéraire qu'elle a écrit les Mémoires d'Adrien et L'œuvre au noir. La géologie de l'île est assez particulière.
il y a quelques millions d'années, c'était une puissante zone volcanique dont les sommets étaient entièrement recouverts par des glaciers. Les mouvements des plaques tectoniques ont façonné un paysage parfois rude. Le point culminant du parc national d'Acadie se situe sur les Cadillac Mountains, à 466 mètres d'altitude. Deer Isle est un lieu magique non seulement parce que c'est une île reliée au continent par un pont spectaculaire, mais aussi pour ses villages et sa nature préservée. La quelques centaines d'habitants sont pour la plupart des pêcheurs, qui ont le privilège d'évoluer dans un décor de rêve. L'île a commencé à être plus fréquentée au XIXe siècle, une époque où l'on exploitait d'importantes carrières de granit. Nous prenons la direction du nord pour rejoindre le centre de l'État, où l'on trouve de nombreux lacs. Dans ces espaces sauvages, l'élan fait partie du paysage quotidien. Il n'est pas d'une approche facile. Il faut s'aventurer à la tombée du jour au fond des lacs où il sort de la forêt. Le premier prédateur de cet animal, c'est l'homme. Les élans traversent régulièrement les routes la nuit et se font percuter par les voitures. Bill Pierce, qui est guide dans le Maine, les connaît bien. L'élan est un mammifère qui, comme l'homme, est à la recherche de confort. Nos forêts sont souvent pleines d'insectes qui piquent, et les élans sortent alors vers de grands espaces pour aller dans l'eau et échapper ainsi aux insectes. Le Mousehead Lake à Greenville est le plus grand lac de l'État. C'est ici que la rivière Kennebec prend sa source. Avoir son hydravion mouillé devant la maison n'est pas une coquetterie. On ne peut atteindre toutes les parties du lac en voiture. Le lac compte quelques 80 îles où les pêcheurs vont souvent passer la journée. Les tribus indiennes ont été pendant des siècles les seules occupantes de ces territoires sauvages. Et n'hésitez pas à se faire la guerre pour en prendre le contrôle. À proximité du centre-ville, le Katahdin est un témoignage de ce qu'étaient les bateaux à vapeur en 1914. Ils desservaient des parties reculées du lac pour y transporter des vivres et des marchandises. Aujourd'hui, ils naviguent à travers les îles en promenant des touristes. Le Maine est aussi réputé pour la qualité de sa pêche, en particulier tout autour du lac. La taille des truites a fait fantasmer plusieurs générations de pêcheurs. C'est dans le Maine qu'est né aussi le concept de camp de vacances, fréquenté par des générations d'Américains issus des grandes villes. Tom Egan a été le pionnier en la matière. Les camps existent toujours, mais ont été largement adaptés à la demande actuelle, avec plus de confort. Tom Egan a été un des premiers à créer des camps dans la région, c'était en 1910. Aujourd'hui, nous avons toujours des sportifs qui viennent ici, mais aussi des familles qui viennent du Maine, de Boston, de New York et de l'étranger. Ces familles viennent profiter du calme et de la tranquillité pour un retour vers la nature et débrancher un peu. De l'autre côté du lac, dans la montagne, les visiteurs, après une longue marche, arrivent dans une sorte de sanctuaire. En janvier 1963, un B-52 de l'US Air Force s'est écrasé en pleine forêt alors qu'il faisait un exercice de camouflage. Il n'y aura que 2 survivants parmi l'équipage qui comptait 9 personnes. Cet accident a profondément marqué les habitants de Greenville qui ont organisé les secours. Ils ont décidé avec l'accord de l'armée de tout laisser tel qu'ils l'ont trouvé. En allant encore plus au nord, dans la région des lacs, nous voici à Wrangley, avec un musée original qui rassemble tout ce qui a fait le succès de cette partie du Maine dans les activités de nature et d'exploration.
C'est un hommage aux pionniers qui ont exploré, pêché des truites d'une taille incroyable, qui vont faire la réputation de Wrangell, attirant beaucoup d'amateurs. Bill Pierce est à la fois un passionné et un guide reconnu. Cette embarcation magnifique a été entièrement faite à la main. C'est un canoë qui a été entièrement construit avec un couteau tordu et une hache par un monsieur qui s'appelait Harry Wellencourt, qui est considéré comme le dernier spécialiste. On peut voir que c'est un engin superbe, fabriqué avec beaucoup de soin et orné de nombreux détails, avec de l'écorce de bouleau de nos forêts. Les Indiens de cette région du nord-est des Woodlands nous ont appris à nous servir de ces écorces. Les peuples premiers ont aussi appris aux pionniers venus ici comment survivre dans cet environnement dur des Woodlands. Et ils nous ont aussi appris à circuler pendant l'hiver, à marcher sur la neige, grâce à ces magnifiques raquettes. La région est restée pendant longtemps une contrée sauvage, peu habitée, avec quelques bûcherons. En 1890, l'arrivée du train en provenance de Boston et de New York va donner un essor inespéré à Wrangell, attirant des touristes et des explorateurs en herbe. Kevin Sinnett organise régulièrement des promenades sur le magnifique lac de Wrangell à bord d'un canot parfaitement restauré. Autrefois, le lac était fréquenté par des bateaux à vapeur qui rassemblaient le bois au départ de la ligne de chemin de fer. La disparition du train dans les années 1950 fut largement compensée par la création de nombreuses routes. Malgré la baisse du tourisme, les petites îles du lac ont toujours été autant recherchées. À l'est de la région des lacs, la forêt domine le paysage. Bethel, où jadis vivaient les Indiens Abénaquis, a commencé à se développer en 1774 pour devenir une étape importante sur la route qui reliait Portland et Errol. Au nord de Bethel, c'est la Bear River qui creuse son sillon à travers le parc Grafton Notch, avec une alternance de gorges et de chutes d'eau sur plusieurs kilomètres. À travers les arbres, on distingue les pistes de ski d'une des plus grandes stations du Maine, qui, même si elle ne culmine qu'à 960 mètres d'altitude, offre un joli terrain de jeu en hiver lorsque la neige est là. À partir de 1800, on a commencé à construire des ponts en bois pour faciliter le passage des diligences et des charrettes au-dessus des rivières. Ces ponts étaient souvent couverts pour protéger les passagers lorsque les conditions n'étaient pas bonnes. Il n'en subsiste que très peu ayant survécu au feu ou aux intempéries. En se rapprochant de Portland, Levistone est la ville aux États-Unis qui possède la communauté francophone la plus importante. Ces Canadiens sont venus en bonne partie de Nouvelle-France, aujourd'hui le Québec, lors de la phase d'industrialisation de la ville. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul est la seule basilique de l'État. Elle domine la partie haute de la ville. Suivant les quartiers, le français est encore utilisé, notamment autour de Cedar Street, où l'on trouve le siège du Gendron Franco Center. En bas de la ville, à proximité du fleuve, les anciennes usines textiles sont les derniers témoins du formidable essor qu'a connu Levistone au début du 19e siècle sous l'impulsion de Benjamin Bates. Dans cette unité, on fabriquait des couvre-lits avec une main-d'œuvre essentiellement québécoise. Alors que le quartier est en pleine rénovation, Rachel Desgrossellier avec son musée Ella ont sauvegardé les anciennes machines. Les usines en autour d'ici, c'était le textile, surtout le Bates Manufacturing, c'était les couvre-pieds. Quand quelqu'un se mariait, s'il ne recevait pas un Bates Manufacturing bedspread, il était désolé parce que c'était comme quelque chose de très important pour eux. Mon père est venu de Saint-Ludger, dans la Beauce du Québec. Il a travaillé ici 38 ans.
Et il y avait 100 métiers qui travaillaient, parlaient fort, fort, puis on ne se comprenait presque pas le clic, le clac, le clic, le clac. Les Franco-Canadiens réellement ont été une grosse influence. C'était réellement la plus grosse population ici. Ils ont travaillé fort, c'était dur. Alors aujourd'hui, nous essayons de prendre soin de leur histoire. C'est une belle histoire à dire, dure mais belle. C'est ici que s'achève notre rencontre avec le Maine. Un État plutôt méconnu qui mérite que l'on explore aussi bien ses façades maritimes que ses forêts et ses lacs.